Bonjour et bienvenue pour le Gaïka 173, c'est la troisième fois qu'on l'enregistre. Eh oui, bonjour. Bonjour. Donc, vous l'aurez remarqué, on ne parle pas d'un épisode du 6ème Docteur et ça fait un petit moment qu'on les a pas postés, il y a une raison à ça. Oui, c'est qu'en fait on les a enregistrés et en fait on a laissé traîner tellement ça longtemps que les news étaient plus fraîches. Et on n'était pas très contents en fait. Et on n'était pas très contents, voilà c'est ça, on n'était pas satisfaits. Ouais, c'est pour ça qu'on les a pas sortis à la base. On était fatigués, on a eu quelques mois un peu plus intenses. Donc, voilà, maintenant ça se calme un peu, donc on va se repartir et comme prévu, les Gallicasts vont revenir de manière plus régulière, normalement 2 fois par mois. Oui. Normalement. Une fois toutes les 2 semaines. Une fois toutes les 2 semaines en tout cas. Et aujourd'hui, en plus, on a un changement un peu de format, et ça va être le cas jusqu'à peu près des épisodes des 60 ans. Voilà. C'est le format d'attente. Voilà, c'est le format d'attente. Puisqu'on va parler de news, puisqu'il y a beaucoup plus de news que pendant l'archimnal, ce qui est vachement bien, ce qui est triste aussi. On va parler du portrait de la semaine. Oui, ça sera globalement le monologue de Joe. Voilà, exactement. Où je vais revenir, ou toi, il n'y a pas de problème, tu peux aussi parler de Joe. Ah, je pourrais peut-être faire un jour un portrait de John Cura, effectivement. Voilà, ce sera l'occasion de faire découvrir en fait des personnes du Universe, nouvelles séries séries modernes et séries classiques, comme j'aime bien l'appeler maintenant. Et on va parler bien sûr du sujet de la semaine qui aujourd'hui sera... Dark Season. Voilà, t'avais oublié à chaque fois. Oui. C'est la 3e fois, mais c'est pas grave. Qui est la première série jeunesse de Russell T. Davies, qui date de 1991. Oui, on en reparlera. Et voilà. Et donc, on va commencer avec les news. Qu'est-ce que tu en penses ? Allons-y pour les news. Allons-y pour les news. La première news, vous l'aurez vu passer en fait il y a quelques semaines. D'ailleurs, je l'ai posté sur le Twitter de Galifrance, puisque Radio Friscaro, qui est un podcast canadien, a eu la chance d'interviewer pendant plus d'1 heure Chris Chibnall durant Gallifrey One. Voilà, qui est une convention américaine. La plus grosse. C'est la plus grosse convention même au monde sur Doctor Who. Je pense, oui. Oui, parce qu'en Angleterre, il y a plusieurs petites conventions, alors que Gallifrey One, c'est the big convention. Il n'y a que ça. J'aimerais bien y aller, mais c'est juste que c'est aux États-Unis. Oui, c'est fait loin. C'est cher, parce qu'il y a déjà le trajet, c'est pas facile pour nous. Non. Et donc, Radio Friscaro a réussi à avoir une interview d'1 heure où Chris Chibnall a tout déballé. Oui. Grosso modo, c'est ça. L'interview est en anglais et disponible sur leur site, mais ils ont fait un transcript de l'interview. Ce qui est très bien d'un point de vue accessibilité, parce que c'est pas forcément facile de... Si vous êtes sourd, ça va être difficile à nous écouter vu que nous on fait pas de transcript. Oui, mais même si vous avez des difficultés de suivre à l'audio en anglais, ça peut être très intéressant. Oui, parce que tu peux faire traduire dans Google Trad. Tout à fait. Et ça, c'est incroyable. Oui. Parce que Google Trad est très efficace maintenant. Maintenant, Google Trad est extraordinaire. Très efficace. Et donc, il a tout déballé. Grosso modo, il a révélé que les épisodes de Nouvel An, c'était pas son idée, en fait, c'est l'idée de la BBC. Que lui, il n'avait rien contre les épisodes de Noël, en fait. Oui. La BBC voulait essayer autre chose. Que Spyfall, par exemple, devait être à l'origine diffusé à Noël et au Boxing Day. Mais la BBC a jugé le double épisode trop violent. C'est vrai quand même, quand on y repense. Oui, c'est vrai qu'il fait pas très ambiance Noël. Oui, il fait pas ambiance Noël. Et surtout, Chris Chibnall s'est dit que finalement, commencer une saison en Noël, c'était peut-être pas le meilleur. Oui. On n'était pas habitué à ça. Enfin, d'un point de vue audience, c'est vrai que c'est pas forcément top. Et que, en fait, les gros problèmes de publicité de Doctor Who cette saison, c'est tout simplement parce que le budget marketing de la BBC est de plus en plus réduit. Et que la BBC n'a de budget que pour faire de la pub que sur la BBC. Voilà. C'est grosso modo l'idée, parce que politiquement ils sont sous attaque, comme il dit, parce que effectivement, en fait, la BBC est en train d'être un peu démantelée par les partis politiques. Oui, parce qu'on leur reproche de dépenser trop d'argent public, en fait. Ouais, c'est ça. Et notamment, évidemment, ce qui saute en premier, c'est tout ce qui est production et publicité. Voilà. Et c'est pas nouveau, c'est quelque chose d'assez récurrent. Il y avait déjà ça sous la période Moffat, en fait. Il y avait déjà des problèmes. Et grosso modo, il dit, par exemple, que lui, il avait des idées de spin-off, mais qu'il n'a pas pu le faire parce que le budget n'était pas là. Voilà. Donc, je vous invite clairement à aller écouter cette interview, parce qu'elle, à mon avis, pour beaucoup, elle a permis de réévaluer Chris Chibnall. Oui. Oui, et puis en plus, il a toute une réflexion très intéressante sur le format série tel qu'il est actuellement. Ouais. Notamment à cause des plateformes de streaming qui est venu bouleverser tout ça.
On pense notamment aux séries américaines qui étaient souvent sur une vingtaine d'épisodes, 24 souvent. Et maintenant, les séries de streaming sont repassées à 8 épisodes, 6-8 épisodes. C'est devenu des séries beaucoup plus ramassées avec beaucoup moins d'épisodes, un peu de remplissage. Et Doctor Who en devenait presque une série avec des longues saisons par rapport à avant, en fait. Ouais, mais 13 épisodes, c'était déjà long. C'est devenu long, en fait. Et en fait, ils n'avaient pas pris le rythme que les séries ont actuellement. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça sera peut-être positif. Qu'est-ce l'arrivée sur Disney. Il pensait quelque chose en fait, pour lui, c'est la marche à suivre, quoi. C'est une aubaine. Déjà parce que ça va être un peu plus libre pour la publicité. Oui. Il sait que Russell T. Davies, parce qu'il est au courant, il a discuté avec Russell T. Davies. Je crois qu'il dit, ou je sais pas, ou dans d'autres interviews, parce que j'ai écouté plusieurs interviews de lui, je crois qu'il dit qu'il avait demandé à Russell T. Davies déjà qu'il voulait pas voir la régénération. Oui. Mais il a dû le voir parce que justement à cause du Covid, la production de Power of the Doctor a pris du retard. Surtout l'ajout de l'épisode supplémentaire Legend of the Sea Devils. Il révèle pas mal de trucs d'ailleurs sur cette période, mais en tout cas pour lui c'était la marche à suivre, c'est l'évolution normale quoi. Pour lui, voilà, c'est ce qui va sauver la série d'une certaine manière pour lui. C'était nécessaire. Parce que c'est vrai que honnêtement, quand on voit la saison 13 et quand on voit un peu l'atmosphère qu'il y avait un peu cette période, on avait vraiment l'impression que c'était un peu l'enterrement en fait, je trouve, de Doctor Who par certains aspects. En tout cas, dans son format tel qu'il est, tel que la série moderne est actuellement. Ouais, donc on va voir ce que ça va donner. À mon avis, ça va donner que du positif. Bref, allez écouter cette interview, elle est vachement bien si vous ne l'avez déjà pas fait. On va passer à une autre news. Oui, alors là, ce sera l'annonce du premier audio des 60 ans par Big Finish. On se souvient qu'il y a 10 ans, ils nous ont sorti Light at the End. Là, ils font encore mieux. Et là, ils font encore mieux. Voilà, c'est ça. C'est qu'ils font vraiment tout un run sur le 60e anniversaire où le but, je vais vous résumer la globalité du run, c'est durant la première guerre du temps, la guerre du temps, oui. Le docteur est blessé et est amené dans un hôpital où au lieu de se régénérer, il reprend d'anciennes apparences. Voilà. Donc pour ce premier audio, ce qui s'appellera Once and Future, Past Lives. Alors en fait, Once and Future, c'est le nom de tous les D'accord, oui, donc le run c'est Once and Future. Ouais, c'est ça. Et là, le premier audio c'est Past Lives, merci. Ça sera le premier docteur qui apparaîtra sera Tom Baker en 4e docteur. Il sera accompagné par Sadie Miller qui interprétera Sarah James Smith, reprenant le rôle de sa maman, en fait, puisque c'est la fille de Elizabeth Sladen, merci. Gemma Redgraves reprendra le rôle de Catherine Stewart qu'elle a déjà dans la série. Et Ingrid Oliver reprend le rôle d'Osgood. Alors moi je suis pas une grande fan d'Osgood, mais j'ai envie de voir ce que Big Finish pourrait en faire. Voilà. Alors, donc dans cette histoire, le 4e docteur part en quête du moine. Ouais. On a déjà un casting pour le moine? Non, je pense pas. J'ai pas vu qui c'était. Ok. Persuadé qu'il a un lien avec la dérégénération. Le moine est sur Terre et il a envoyé Sarah James Smith dans le futur pour rencontrer le unit moderne. Donc Kate Stewart et Osgood. Et elle est censée voler un artefact alien pour le moine. Le docteur va devoir contrecarrer à la fois une invasion alien et de se confronter au moine. Voilà. Ça a l'air bien. C'est du Big Finish, hein, le scénario. Voilà. C'est typiquement du Big Finish, honnêtement. Voilà, c'est tout ce qui pourrait pas être fait en série qui est fait par Big Finish. Voilà. À la fois, j'aime bien ce genre d'histoire et à la fois, je me dis quand même que oui. C'est un peu spécial. Alors, la sortie est prévue en mai 2023, à la fois en CD et en dématérialisé. Voilà, c'est dur à dire. Hein. Oui, tout à fait. On continue avec les news super importantes. Le 4 mars dernier, il y a eu la projection au BFI de Londres de The Sea Devils, histoire de la 9e saison de la série classique. Oui. Parce que le coffret de la série classique de la saison 9 va sortir le 20 mars prochain. D'accord. Que j'ai hâte d'avoir. Ça tombe bien, on va bientôt à Londres. Et donc, il y avait bien sûr, après l'épisode, il y avait une question-réponse avec Katy Manning et un autre acteur qui jouait Hickman. Hugh Futcher, oui, merci. Et après, apparemment, il y a eu un quiz qui s'appelle The Quiz of Rassilon. Ok. Je trouve ça drôle. Et pour dire, Katy Manning a révélé que des spin-offs étaient bien prévus et qu'elle n'en faisait pas partie. Oh, des spin-offs de Doctor Who. Oh.
Elle l'a dit pendant l'interview. J'ai pas plus de contenu de savoir ce qui s'est dit pendant The Sea Devils. Alors, on a vu pas mal d'anecdotes sur l'histoire. Mais après, honnêtement, quand je vois les photos qui circulent sur Twitter, les places sont assez dures à avoir apparemment. Faut vraiment, dès que le BFI l'annonce, il faut vraiment sauter sur les annonces. En fait, ouais, tu te rappelles, on l'a déjà fait. Ah oui, c'était dans la petite salle quand on avait été le Monty Python Flying Circus pendant 24 heures. Oui, il diffusait pendant tout le Monty Python Flying Circus ce jour-là. Je crois que ça débordait même sur le jour d'après, il me semble. Et bah oui, parce qu'il diffusait pas non plus 24 heures sur 24. Si. Ah, je sais plus. Ah oui, si. T'as acheté ta place par tranche horaire. Ouais, c'est ça, c'était des tranches de 6 heures, je crois. Non, Si, c'est des tranches de 6 heures. Je sais plus. Bref. Je sais plus. Et donc, quand je vois les invités qu'il y avait présents dans la salle, pas en tant qu'invités pour The Sea Devils, mais de gens qui se sont pointés pour la salle et la fête qu'il y a eu après. Il y avait Ian Levine, à peu près tous ceux de la Restoration Team, Toby Haydock, il y avait tous les grands noms du univers, honnêtement. Il manquait Russell T. Davies, honnêtement. Si ça se trouve, il était là et il n'y a pas de photo, mais à mon avis, ça serait su. Ça donne envie, mais apparemment, les places sont très très dures à avoir en général, parce que ça va très vite. D'accord. Voilà, c'est une suivante. Alors, la prochaine news, c'est la sortie du Doctor Who Magazine numéro 588. Il est déjà sorti. Ah, il est déjà sorti, d'accord. Il est consacré à Sarah Jane Smith. Il y a eu une petite polémique sur Twitter à propos de la photo de couverture, parce que pour un numéro dédié à Sarah Jane, la photo de couverture, c'est David Tennant en assez gros plan, en premier plan, et Sarah Jane juste derrière lui, mais beaucoup moins visible en fait. Donc il y a eu une petite polémique. Et Russell T. Davies a révélé que cette photo était à l'origine pour le Radio Times et que finalement il ne l'avait jamais utilisée. Donc voilà, en fait il a pioché dans les archives des photos, quoi. Je crois qu'il dit exactement le Radio Times avait promis une couverture qu'ils n'ont pas tenue. Ah oui, d'accord. C'est ça qu'il dit. Okay. Et que là il s'est dit enfin on peut l'utiliser. Oui. Je trouve que c'est un peu une polémique à la con, parce que moi le vrai problème que j'ai avec cette couverture, c'est la tête du pauvre K9 coupée. Oui. Honnêtement, je te jure que la première chose qui m'a sauté aux yeux quand j'ai vu cette couverture, c'est mais pourquoi ils ont coupé la tête de K9? Parce que bon, honnêtement, ça va, ils sont quasiment au même plan, c'est juste elle est un peu derrière lui. Et en plus, je trouve que c'est à propos parce que c'est The Wedding of Sarah Jane Smith de la saison 4, il me semble. Ouais, c'est la saison 4, il me semble ça. Ou saison 3. De Sarah Jane Adventure. Oui, de The Sarah Jane Adventure. Je crois que c'est saison 3 parce que saison 4, il me semble que c'est Death of the Doctor. Oui, c'est avec Matt Smith. Et, il me semble, pour moi, je trouve que c'était une super histoire. C'est un double épisode que j'aime bien. Et franchement, ça va pour 50 cm. Si on commence à mesurer l'espacement entre les acteurs sur les couvertures, faut pas déconner. En fait, ce qui est reproché principalement, c'est que les dernières couvertures, c'était Tennant. Ouais, il y a beaucoup de Tennant. Surtout, en fait, c'était plutôt ça le reproche. Et je pense que c'est vrai, et je vois de plus en plus de gens rouspéter un peu sur le fait que Tennant est trop présent, effectivement. Mais et relax, pendant des années, on s'est tapé Tom Baker et Paul McGann. C'est vrai. Chacun son tour. News suivante, et dernière news, la news la plus importante, parce que j'ai balancé un sondage sur Twitter et il y a quand même pas mal de gens qui m'ont dit c'est quoi Galifrance? Laquelle était la question? Puisqu'on va organiser, je n'ai pas encore la date précise parce que ça dépendra un peu de notre organisation perso, mais on va organiser un City of Death Tour que j'ai appelé le Ce qu'il en reste édition. Alors il y a une raison à ça. Parce qu'en fait ça fait pas mal d'années déjà que moi personnellement je suis plus sur Paris. C'est plus difficile pour moi d'organiser des City of Death Tour, mais il y en a eu quelques-uns sans moi après que j'ai quitté Paris, et ça fait quand même pas mal d'années qu'on n'en a pas organisé. Ça date d'avant le Covid en tout cas. D'avant le Covid en tout cas. En plus, je crois que d'ailleurs juste avant le Covid, j'avais quand même prévu de relancer un City of Death Tour. Oui. Mais c'est juste qu'il y a eu le Covid et puis pendant 2 ans grosso modo qu'est-ce que tu veux faire quoi. Et maintenant on se dit ça y est, c'est possible, mais la chose aussi c'est qu'en fait il y a pas mal de choses qui ont changé à Paris. Ah oui, beaucoup, oui. Je vais te donner un peu de spoiler parce que Notre-Dame a brûlé. Déjà, non, c'est vrai. Ouais. Et résultat, c'est toujours un peu l'enfer d'être dans ce coin en fait, parce qu'on est vraiment bloqué.
On peut vraiment pas s'approcher de Notre-Dame. Oui. On est bloqué côté 36 quai des Orfèvres, en fait. Oui. Et donc on est loin. Le café Notre-Dame a complètement changé, et ça avant le Covid. Oui, La façade a été complètement refaite. Ouais. Les portes du Comte Scarioni ont disparu. Elles ont été enlevées il y a quelques années déjà, avant le Covid aussi. Oui, parce qu'en fait, le City of Death Tour qu'on a fait la dernière fois, elles étaient déjà parties. Non, elles n'étaient pas parties, le bâtiment était en travaux. Oui, c'est ça, elles étaient en travaux, mais elles sont donc jamais ils avaient revenues. retiré les portes, parce que c'était les portes de travaux. Et en fait, il y a un magasin, je crois, maintenant. Enfin, oui, bref, c'est Chanel. Ah, c'est Chanel. Ouais. Putain, c'est Chanel qui s'est payé le truc. Et ils ont retiré les portes, c'est super. Elles sont peut-être ailleurs. En fait, je suis en train de me dire, on n'est jamais rentré. Bah oui, parce que en fait, depuis le Covid, on n'a pas eu l'occasion d'y retourner. Non, voilà. Et si ça se trouve, elles sont quelque part sur le lieu, ce sera l'occasion. De toute façon, je retournerai à Paris avec toi et on ira voir. Et Denise René, de la galerie Denise René, est décédée il y a quand même quelques années, mais surtout, la boutique, la galerie qui est visible dans l'histoire City of Death, a fermé. Ah bah oui. Et je sais que pendant longtemps, les portes étaient encore là, et il faut déjà y voir si c'est encore le cas, parce que si ça se trouve, ça a déjà été refait. Déjà que dans la rue, il y avait, à part le café de Flore, il y avait déjà plus grand chose qui ressemblait. Oui. Donc à cette occasion, on va refaire un City of Death Tour. Le parcours sera légèrement différent, surtout aux alentours de Notre-Dame. Il y aura beaucoup plus d'informations aussi sur d'autres histoires comme The Reign of Terror et The Massacre. Oui. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ces deux histoires qui se déroulent à Paris, et pas mal d'anecdotes que vous ne savez pas. Et surtout, ces choses qui vont vous faire venir, je suis sûr, on va aller dans 2 lieux inédits, dans lesquels, un, où je n'ai jamais été dans un City of Death Tour, réellement, celui-là je ne l'ai jamais fait, c'est complètement inédit, et le deuxième, je n'y suis jamais allé depuis le premier City of Death Tour. Oui, tu ne l'avais fait que pour le premier. Voilà, et sachant que le premier, ce n'est pas celui avec Stephen Ricks, qui a été le tailleur maintenant attitré de la nouvelle série. Ah, c'est vrai qu'il était venu au deuxième. Celui qui était venu en tenante. Oui. C'est pas le premier City of Death Tour. Ok. Donc, il y a 2 lieux que vous n'avez jamais vus dans le City of Death Tour et qui valent le détour. Ah, quand même. Rien de l'inédit, ça vous donne envie. Ah oui, oui. Je sais pas si tu viendras avec moi parce qu'il y aura un petit bébé à garder et il y a beaucoup de marches. Oui. Et avec une poussette, c'est pas super sympa. Non, ça va pas être facile. On verra comment on va s'organiser. Je sais que tu as souffert pendant le dernier City Il of faisait Death très Tour qu'on a chaud. fait. Ouais, il faisait très chaud. Mais et je m'étais cosplayé en Romana et les chaussures m'allaient plus. Oui, c'est clair. C'était une très mauvaise idée. Les pires idées du monde. Et on va finir sur une petite news, une petite actu. Galifrance est toujours en travaux. Alors je sais que ça fait un peu désolation quand on tombe sur la page de Galifrance, on a l'impression que le site est abandonné. Non, c'est parce qu'il est revu de fond en comble et il y a encore beaucoup de travail. Oui. Tu peux en confirmer parce que c'est toi qui corrige les textes. À mon grand désespoir. Oui. On est en train de revoir en fait tous les textes, de tout remettre à jour. Enfin, il y a beaucoup d'infos supplémentaires qui vont arriver. Parce qu'en fait le site était quand même vieillissant et puis je me suis aperçu aussi que honnêtement si vous regardez un peu Wikipédia et je parle pas que du Wikipédia français mais à peu près partout tous les sites français, tous les sites Doctor Who en fait sont plus vraiment mis à jour alors qu'il y a de nouvelles infos. Oui. Et ça m'énervait un peu donc voilà. C'est un traitement de fond en compte donc cet été le site reviendra en partie et à mon avis la réouverture complète ce sera pour vraiment la fin de l'année. Oui. Mais en tout cas, une partie. On va essayer pour les 60 ans, quoi. Oui, pour les 60 ans, il y aura des surprises. Il y aura des trucs que vous avez jamais vus et jamais entendus nulle part. Donc, accrochez vos ceintures. Et on va parler. Qu'est-ce que t'en penses ? On va passer au sujet de la semaine. Oui. Alors, aujourd'hui, dans le portrait de la semaine, on va parler du docteur who never was. Le docteur qui n'a jamais été docteur en fait. Alors non, ce n'est pas mon cousin qui rêve d'être Doctor Who, mais ce n'est pas le cas. Non, il s'agit d'un acteur qui s'appelle David Burton. David Burton, vous en avez peut-être déjà entendu parler puisqu'il a une page Wikipédia. Il a un documentaire, il fait partie d'un documentaire sur le DVD de Inferno, l'édition spéciale en fait de Inferno. Il y a un documentaire supplémentaire dans le deuxième CD, enfin le deuxième DVD, qui parle d'une période un peu spéciale en fait, puisque ça se passe dans les années 90, c'est-à-dire Doctor Who. Et avant le film. Et avant le téléfilm en fait. Oui. C'était la période avant que le téléfilm se lance. David Burton, en fait, c'est un acteur de pantomime. Un acteur de second rôle. Alors, tu peux m'expliquer un peu ce que c'est que la pantomime ?
Le pantomime, en fait, c'est un style théâtral qui est issu de la commedia dell'arte. Et chez les Français, ça se rapproche plus du mime. Du vrai mime. Du vrai mime, voilà. Imaginons le mime Marceau, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est du pantomime à la française. Mais le pantomime à l'anglaise est beaucoup plus proche de tout ce qui est drague, en fait. Donc du travestissement d'homme en femme et de femme en homme, d'ailleurs. Et le principe est d'avoir des costumes extrêmement voyants et bariolés et de faire des comédies burlesques en fait. Voilà, c'est de la comédie burlesque. C'est souvent des classiques comme La Belle et la Bête, Aladdin. Voilà ça, mais réécrit pour être comique. Et surtout, c'est constamment réécrit. T'as pas un grand texte qui après est joué pendant 500 ans. Non, c'est à chaque fois, c'est réactualisé avec l'actualité, des blagues qui sont récentes, ce genre de choses. Par exemple, on a été regarder 2-3 extraits de pantomime. Il y en avait un avec John Barrowman. En pyjama tardis, qui fait une blague sur le fait qu'il sort du placard. Donc voilà, c'est ça. C'est pas forcément... il y a aussi un peu d'improvisation et de surjeu, beaucoup de surjeu, voilà. Et des costumes très intenses. Oui, ça a l'air... En fait, apparemment, c'est aux alentours de Noël. Oui. Et j'aimerais bien aller en voir une au moins. Et c'est surtout le public visé est jeune. Et la famille, en fait. C'est la famille, en fait. Voilà, c'est pour toute la famille, enfants admis, tout ça, parce que il n'y a rien de sexuel, en fait. On dit ça, je précise ça parce qu'il y a toute cette polémique actuellement avec les spectacles de drague et pour les enfants. En Angleterre, il y a un gros problème. En Angleterre, aux États-Unis, tout ça, alors que justement, ce sont des spectacles faits exprès pour que ça n'ait rien de sexuel ou quoi que ce soit. C'est juste une performance. C'est bon enfant et tout. Et c'est finalement, le pantomime, c'est un peu ça aussi. C'est l'évolution de la comédie dell'arte. Voilà, c'est ça. Je sais pas si tu l'as dit en fait. Je l'ai dit, et aussi c'est l'évolution du fait que pendant très longtemps, les femmes n'ont pas pu monter sur scène et c'était des hommes qui jouaient les rôles de femmes. Exactement. Et de manière parfois très exagérée. Du coup, c'est pour ça que c'est une polémique qui est un peu pas trop raison d'être, parce qu'on fait ça depuis des siècles en fait. Oui. C'est à partir du moment où le spectacle n'a pas de contenu choquant, sexuel, ou voilà, il n'y a pas de problème. Et dans le pantomime, c'est vraiment à destination, c'est familial. C'est familial. Voilà. Il y a un peu des blagues un peu sous la ceinture. Ouais, pas tellement en fait. Ça a l'air bon enfant quoi. Voilà, c'est ça. John Barrowman qui sort du placard, c'est drôle. Voilà, c'est pas. Les gamins vont passer, ça va leur passer au-dessus de la tête. Il va pas. C'est pas dans ce genre de truc que John Barrowman va faire une blague trop non plus. Je sais pas, c'est John Barrowman. C'est John Barrowman, ouais. Bref, donc c'est vraiment un acteur. C'est pas un grand acteur. Oui, on reparle de David Burton, ouais. Pas de John Barrowman. Mais David Burton, en fait, c'est un acteur qui, maintenant, je dirais pas fait... Enfin, il y a une petite polémique autour de lui. En fait, il y a une espèce de flou. Alors, pour revenir un peu sur l'anecdote, en fait, c'est que dans les années 90, il a fait un peu quelques unes de presse où on annonçait qu'il était le nouveau docteur. Voilà, le 8e docteur, qui serait le 8e docteur, à tel point qu'il a été vu dans une ou deux fêtes avec une voiture qui lui avait été prêtée par un garage, une Proton exactement, je ne sais pas de quelle marque exactement, je crois que c'est je vais jeter un œil. C'est fort, je ne sais jamais, sur lequel il y avait marqué David Burton is the new doctor. Et le nom du garage, évidemment. Avec le nom et le numéro de téléphone du garage. Et en fait, c'est depuis... ça avait fait la presse, on en avait parlé dans quelques fanzines à l'époque, notamment dans Doctor Magazine, dans Gallifrey Guardian. En automne 91, on en avait parlé, il y avait eu un petit article là-dessus. En fait, c'est une marque. Oui, c'est Proton. Ah oui, c'est une marque, la Proton. D'accord, c'est un modèle de Proton. Je pensais que c'était le nom de le modèle de voiture, mais non, c'est une marque. C'est une marque anglaise, à mon avis. C'est malaisien en fait. Et c'est c'est des Mitsubishi rebrandés. Ah, c'est ça. Oui, c'est comme. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, en fait, il y a quelques années, notamment pour l'édition DVD, il est un peu remonté parce que ça s'est reçu et il y a que des gens qui ont essayé d'écouter. Et donc, il racontait son histoire où il explique que, en fait, au début des années 90, son impresario l'a contacté
pour jouer en tant que nouveau docteur dans 2 pilotes pour tenter de relancer la série. Alors, il faut savoir que dans les années 90, c'était tout à fait possible parce que tous les 6 mois, tu avais une nouvelle rumeur. Oui. Les gens étaient un peu en demande de Doctor Who, mais c'était vu comme un peu has-been, d'une certaine manière. En tout cas, la version BBC. Et il a dit oui. Il aurait tourné ces 2 pilotes, en tout cas un. C'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit, mais ce n'est jamais sorti. Et donc, entre-temps, il a fait un peu de promo. Est-ce qu'il y a des traces autres que ce qu'il dit ? C'est là, en fait, où ça devient très intéressant, et c'est pour ça que j'ai l'article juste sous mes yeux, parce que, en fait, globalement, si vous allez sur la page de David Burton de Wikipédia, Tardispedia, si vous regardez le DVD, c'est assez accepté comme étant une vérité. Parce qu'honnêtement, ce qu'il raconte, c'est assez crédible. Et l'auteur du site Nothing at the End of the Lane, qui est un fanzine Doctor Who très réputé, qui fait pas beaucoup de numéros, mais qui a publié par exemple 2 scripts complets de la période Darknell sous forme de fanzine, en fait, qui sont durs à avoir, hélas, et qui a fait quelques recherches. Il a fait quelques recherches et il a découvert en fait que David Burton, quand il racontait son histoire, il n'était pas toujours très cohérent. Il y avait quelques différences dans la manière dont il racontait l'histoire entre 1991 et disons l'heure actuelle. Et surtout, il a été creusé un peu plus et il a notamment retrouvé le garage qui avait fermé. Le garage Proton qui a loué la voiture. Parce que David Burton disait que lui, quand le garage lui a offert la voiture, il était un peu gêné. Et il avait fait retirer les écriteaux sur le côté de la voiture assez rapidement. Et en fait, l'auteur de Nothing at the End of the Lane, dont je ne connais pas le nom du propriétaire du site en fait. Je pense que je le connais, mais je ne l'associe pas. Il a été creusé et il a réussi à trouver un employé du garage Proton qui se rappelle très bien de cette anecdote et où il a donné une autre version. Une autre version, et d'ailleurs le site a aussi trouvé des infos. Ce qu'il faut savoir que David Burton, c'était aussi un pigiste dans un journal à l'époque qui parlait de voitures, entre autres. Il parlait d'un peu de tout, il avait sa propre colonne en fait qui s'appelle Between the Lines, et j'ai vérifié, j'ai réussi à retrouver aussi des extraits de ce journal, donc effectivement il écrivait de temps en temps dans le journal. Malheureusement les coupures que j'ai trouvées sont pas de super bonne qualité. Et en fait, ce serait David Burton lui-même qui se serait pointé au garage en disant voilà, je suis le nouveau docteur, mais j'aimerais bien avoir une nouvelle voiture. Et en mettant en avant un peu le côté coup de pub en fait pour le garage, tout ça. Mais apparemment, je pense, il s'attendait pas à ce que le garage mette effectivement un écriteau sur le côté de la voiture. Malaise. Et apparemment, il a quand même gardé la voiture plusieurs mois. Et il est apparu dans des fêtes locales. C'est d'ailleurs les photos que vous trouverez principalement, c'est de cette fête-là, qui était... attendez, je vais essayer de vous la retrouver. C'était une fête caritative où il a réussi à lever 1400 livres de fonds pour une œuvre caritative. Ce qui est bien, ce qui est plutôt bien. C'était en 91, le 8 juin 91, dans une école en fait. 91 du coup. Oui, 91, désolé. À Holmesdale. C'est une école de Holmesdale. Et aussi, en fait, il a révélé, apparemment, que le gars, David Burton revenait sans cesse à dire « Oui, je vais jouer le nouveau docteur », mais sans jamais amener de preuves. Oui. Qui apparemment il n'avait pas payé la voiture, elle était prêtée. Elle était prêtée. Et en fait, le garage en a eu marre à un moment. Et ils ont été piquer sa voiture devant chez lui avec un double qu'ils avaient gardé. Apparemment, c'est ce qui s'est passé. Ok. Et le site a creusé un peu aussi sur sa filmographie. Ouais. Alors moi, j'ai essayé de chercher un peu aussi sa filmographie. Alors je ne sais pas s'il a effacé ou je ne sais pas où est-ce qu'ils ont été trouver l'info. Mais en tout cas, honnêtement, à part cette info comme quoi il aurait été le nouveau 8e docteur, il n'y a quasiment pas d'infos sur David Burton. Il n'y a pas de fiche IMDb développée ou quoi. Il y a très très peu d'infos sur lui. C'est principalement l'info Doctor Who en fait qui ressort. Et apparemment, en fait, son CV est un peu gonflé avec un peu des conneries parce que il
il mettait apparemment qu'il avait joué dans pas mal de séries avec des rôles nommés. Et quand tu regardais l'épisode, apparemment le personnage c'était le gars qui était dans le bar comme figurant et il avait même pas de nom quoi. Donc il gonflait un peu son CV, il a fait 2-3 apparitions télé. En fait j'ai regardé et d'ailleurs il a une page Facebook. Il a une page Facebook sur laquelle il poste son actualité avec entre deux blagues de boomer, je dirais, qui sont pas très méchantes, mais j'avoue que c'est typiquement l'humour de cette époque-là, enfin d'une personne de cet âge-là, où il fait justement principalement de la pantomime en fait. D'accord. C'est principalement En fait, j'ai vraiment l'impression de voir l'histoire d'un gars qui s'est dit je vais tenter mon coup de bluff pour essayer j'ai une colonne dans le journal, tu vois, je vais essayer mon truc. Sachant qu'on sait très bien qu'il y a des journalistes français qui l'ont fait, hein, donc c'est pas quelque chose d'impossible. Mais que, autant à l'époque, en 91, en fait, c'était plus ou moins facile de balancer ce genre de choses sans que ce soit facilement vérifiable. Ouais, alors actuellement, c'est pas possible. Parce que c'était avant le début d'Internet. Et j'ai l'impression que maintenant, c'est complètement le truc, la preuve, puisque Nothing at the End of the Line a essayé de trouver des informations sur ses propos. Et grosso modo, c'est du vent. Parce qu'en fait, les 2 pilotes qu'il aurait tourné, ça a capoté. Il n'y a aucune photo, mais vraiment aucune photo, aucune preuve. Est-ce que ça a eu lieu? Non, à mon avis, ça n'a pas eu lieu. Parce que même le réalisateur avec lequel il prétend avoir tourné, il a rien noté dans son... Qui est, je crois, Paul Bernard, qui, en fait, il avait joué avec Paul Bernard dans une pièce de théâtre, et quand il a été posé la question à Paul Bernard lui a dit non. Oui. J'ai jamais fait ça. Donc, a priori, c'est complètement bidon. Bon, quand c'est difficile de ne pas avoir de preuves, hein, bien sûr. Enfin, je veux dire, quand quelque chose n'existe pas, c'est très difficile de prouver qu'il n'existe pas. Donc, si ça se trouve, il y a peut-être un pilote obscur d'un truc Doctor Who financé. Il y a une théorie comme quoi ce serait un fan film, en fait. Et qu'il aurait cru qu'il était le 8e Docteur, alors qu'en fait, c'était un fan film qui n'a jamais abouti. Mais encore une fois, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de preuve, et même d'après la personne qui travaillait au garage, justement c'est pour ça que le garage en a eu marre, parce qu'à chaque fois il revenait en disant ouais je vais avoir des preuves, je vais vous montrer des scripts, tout ça, et il est jamais venu avec rien. Oui. Il a jamais montré même pas un contrat, tout ça. Donc c'est un peu en fait je pense un scam qui est un peu grosso modo. Tout ça pour avoir une voiture neuve. Ouais voilà, c'est un peu ça. Après, si ça se trouve, l'acteur est super sympa, je l'ai jamais rencontré. Hein. Honnêtement, j'aimerais bien le voir pour lui dire tiens, alors, qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Pour de vrai. Hein. Ouais, voilà. Et pour de vrai, tu peux le dire maintenant, c'est bon. Bon, il y a prescription maintenant. Mais c'est la bonne anecdote parce que c'est quand même. Le gars, il a réussi à finir sur un DVD de la série classique. Quand même. Oui. Et moi, je trouve ça beau. Ouais, je trouve ça beau. C'est le mensonge pour une voiture qui dure un peu trop longtemps. Ouais, voilà. Moi, je trouve ça beau parce que je me dis quand même que c'est même pas un fanzine qu'on parle, c'est vraiment le docteur, un gars qui a produit un documentaire sur le Doctor Who, qui a réussi à avoir une interview du gars et qui l'a balancé sur un DVD. Quoi. C'est beau. Oui. C'est beau. Et de toute façon, depuis, il n'y a rien. Quoi. Donc, il est retombé un peu dans l'oubli et il fait juste son travail comme il peut. Quoi. Voilà, ça c'était le portrait de la semaine. C'était un portrait un peu marrant, je trouve. Oui, c'est vrai, c'était amusant. Parce qu'en fait, il y a assez peu. Quand j'en entends parler, souvent, les gens ils en parlent, mais en fait, le gars de Nothing at the End of the Line, quand on lit son article, effectivement, il a été creusé plus loin. Oui. Et j'ai moi-même essayé de vérifier un peu pour voir, et effectivement, il y a des trucs qui se recoupent bien, et effectivement, il y a des trucs qui sont visibles sur Internet si tu cherches bien. Et effectivement, bon, difficile à croire à son histoire. Voilà. La semaine prochaine, je pense qu'on parlera de David Whittaker, parce que là, il y a beaucoup plus à dire sur David Whittaker. Oui, surtout qu'un livre est en cours d'écriture. Il y a un livre en cours d'écriture, il y a un super documentaire dans le coffret Blu-ray de la saison 2 qui est sorti. Et voilà, on en parlera la semaine prochaine. Mais maintenant, nous allons passer au sujet de la semaine. Le sujet de la semaine est la série Dark Season de Russell T Davies, qui, à première vue, n'aurait rien à voir avec Doctor Who, mais si, en fait, on va en parler. Il y a quand même un lien très fort avec Doctor Who, et c'est pour ça, au lieu d'en parler dans le British Fiction Podcast, qui est notre autre podcast sur les fictions britanniques, on a décidé d'en parler dans le Gallicast. Oui, parce que pour moi, c'était un peu plus à propos. Oui. Parce que je l'ai vu 2 fois. Une fois sans toi et une fois avec toi. Et au départ, je sais que quand je cherchais le DVD, t'étais pas convaincu en fait. Enfin, je sais pas, je pense que
Ouais. Tu voyais ça comme une série comme un peu obscure, un peu bizarre. Oui. Surtout quand on voit la jaquette du DVD. La jaquette du DVD qui donne pas envie. Non, c'est vrai. Quand tu l'as vu, Oui. tu t'es dit, ah oui, d'accord. Oui, voilà, c'est ça. C'était, voilà. Il n'y a pas de doute. Ce dont on va vous parler, vous allez comprendre assez rapidement. Alors déjà, là, on revient dans les années 90, 1991, du coup, comme un peu l'histoire avec David Burton. Exactement. Même période. Même période, voilà. Et donc, il existe un DVD. Oui, il existe en DVD. Alors, en fait... Pas facile à trouver. Hein. Ah oui, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, pendant des années, cette série, elle a été diffusée, quoi. Elle a été diffusée 3 fois sur la BBC. Elle a eu toujours du succès. 6 épisodes, mini-série. Tournée comme du Doctor Who des années 90, enfin 80. Scénario de Russell T. Davies entièrement. Parce qu'en fait, à cette époque-là, il travaillait dans le département enfants. Oui, jeunesse. Jeunesse, en fait. Ouais. Il travaillait sur des émissions jeunesse. Et en gros, tu avais ses collègues qui étaient en train de lui dire, bon, ce que tu écris, c'est un peu plus... c'est un peu plus haut, c'est un peu mieux que ce que... Que la jeunesse, quoi. Ce à quoi c'est destiné, en fait. Oui. Tu voyais, en fait, apparemment, ses collègues voyaient sa qualité d'écriture était meilleure que sur quoi il travaillait, quoi. Non, c'est pas une question de qualité d'écriture, c'est public cible, plutôt. Ouais, il ciblait un autre public, enfin, ouais. Il avait des blagues un peu plus adultes. Et en fait, il y a un moment où il a eu une idée, qui s'appelle Dark Season, mais enfin, ça s'appelait pas comme ça au moment où il l'a créé. Et il a eu 2 occasions. Il l'a proposé à la fois à la Granada, qui est donc fait partie du réseau ITV, et à la BBC. La Granada était intéressée, mais voulait faire pas mal de modifications. Et la BBC a dit banco. Oui, vas-y. On le fait, ça a l'air intéressant, on veut le faire. Petite anecdote d'ailleurs, j'ai recoupé une information que j'ai trouvée dans un autre bouquin, parce que ça tombe pile poil au niveau des dates, donc je pense que c'est la même réunion. À cette époque-là, la BBC avait peut-être dans l'idée de vendre la licence Doctor Who à une autre chaîne. Oui. Donc, qu'une autre chaîne produise Doctor Who, c'était quelque chose d'envisageable apparemment à la BBC. Et apparemment, Russell T. Davies aurait, au détour d'une phrase, balancé ça à la personne qu'il a rencontrée à Granada. Oui. Sans dire, oh, tiens, ce serait bien de produire Doctor Who. Non, il a dit, ah tiens, la BBC a plus envie de produire Doctor Who, il le vendrait un peu à quelqu'un d'autre. Et je crois que le gars a répondu, quoi, cette merde? Enfin, il n'a pas dit ça exactement, mais c'est à peu près la réaction qu'il a eue. Et donc, tu as Russell T. Davies qui apparemment s'est dit, ouais, effectivement, c'est de la merde intérieurement, connard. Et donc... il s'était proposé en plus à cette époque-là à la BBC pour relancer Doctor Who, la BBC qui n'a pas voulu non plus. Et il a réussi à lancer son projet Dark Season et il l'a proposé à un autre producteur qui, en fait, il y avait un trou. Il y avait une série jeunesse aussi qui avait un trou de production, tout ça. Et donc, le producteur de cette émission a décidé de produire le truc de Russell T. Davies pour combler. Pour combler, voilà, pendant 6 semaines. Donc, ouais, c'est ça, c'est tout. Et donc, ça a donné Dark Season. Et tu vas essayer de le résumer un peu, parce que je pense que tu t'en rappelles un peu. Oui, j'ai juste un problème avec les noms des personnages. Alors, on a Marcy, Ben, et Marcy, Tom et Rhett. C'est ça. Voilà. Ah oui, pardon, désolé. Donc nous suivons 3 adolescents qui vont au collège. Oui. C'est plus ou moins des collégiens. Hein. Oui, c'est des collégiens. Voilà, qui vont au collège dans une petite ville anglaise, un peu banlieue, un peu normale, quoi. Et il commence à se passer des choses étranges à la fois dans la ville et dans l'école. Dans le premier épisode, nous avons... En fait, il y a 2 histoires séparées sur ces 6 épisodes, à chaque fois de 3 épisodes chacune. Dans la première histoire, nous avons des ordinateurs qui sont offerts gratuitement à tous les élèves. Ouais. Attention, 1991. Hein. Oui. Ouais, donc c'est du LCD. Non, c'est comment? C'était quoi comme ordinateur? C'était vraiment de l'ordinateur portable de base. Hein. Oui, c'était vraiment du caractère. Il y avait pas de graphisme. Oui, non, c'était même pas coloré. C'était vert et noir, je pense. Non, c'était des cristaux liquides. Ah, c'est ça, c'était cristaux liquides. C'était cristaux liquides. Et dans la deuxième histoire, il y a des fouilles archéologiques qui sont faites sur le terrain de sport de l'école parce qu'on aurait découvert un truc. Exactement. Voilà, dans les 2 cas, il y a un homme qui plane autour de l'école,
un homme grand avec des cheveux blonds décolorés et des lunettes noires. C'est Monsieur Eldritch. Monsieur Eldritch, mon personnage préféré de cette série. Voilà. Qui est-il? Voilà. Et le dernier personnage, donc avec Marcy, Tom et Ritz, c'est l'une de leurs professeurs. J'ai oublié de quoi elle est prof, mais bon, bref. C'est un peu la Sarah Jane Smith du coin. En fait, elle est prof de Marcy. C'est la prof de Marcy. Oui, mais de quoi? Non, mais en fait, c'est pas tout à fait le collège. Parce qu'ils changent pas de professeur, j'ai l'impression. Si. Là, je sais plus. Bref. Mais en tout cas, c'est une des profs. Et c'est vraiment la Sarah Jane Smith, quoi. Ouais. Pas le caractère, mais c'est... Disons que c'est celle qui croit en rien, mais qui suit quand même. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et finalement, elle suit les enfants en se disant, oui, je vais les protéger des conneries qu'ils vont faire, alors que finalement, elle se retrouve mêlée à ça. Donc, dans la première histoire, il y a le problème avec les ordinateurs qui commencent à prendre position des gamins, avec cette vision très années 90 des ordinateurs, de la réalité virtuelle et de ce genre de choses. Oui. Et dans la deuxième partie, il y aurait une bête qui dort le Behemoth qui dort sous l'école, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui va être libéré, en tout cas qui vont essayer de libérer dans les fouilles archéologiques. Et à chaque fois, c'est Monsieur Eldritch qui chapeaute un peu les opérations pour détruire le monde. Voilà, c'est ça son but. C'est le maître. Il a absolument aucun intérêt de le contrôler. Non, il veut juste tout détruire. Parce que voilà. Alors moi, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est grosso modo, Eldritch, c'est le maître. Oui. Marcy, c'est le septième docteur. Et les deux autres, c'est juste des compagnons de Doctor Who. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça, quoi. Marcy, c'est vraiment le septième docteur. C'est impossible de pas se sentir... C'est filmé de la même manière que Doctor Who. Parle. Ouais. Mais la manière dont ces scénarios sont écrits, il a juste écrit pour Sylvester McCoy, et puis finalement, il l'a mis pour une gamine de 14 ans. Ouais, c'est même, je dirais, dans les premiers épisodes, c'est limite énervant, parce que c'est vraiment la gamine qui t'insulte à chaque fois que tu oses poser une question. Oui. En disant, mais t'es con. Voilà, honnêtement, j'avais vraiment envie de la frapper, et puis je me suis partie du principe, imagine que c'est McCoy, ça allait mieux. Ouais, en fait, c'est ça. En fait, c'est le seul truc où ça peut être un peu chiant, et c'est vrai que honnêtement, Marcy est un peu le personnage un peu irritant dans, je dirais, les deux premiers, parce que ça se calme un peu par la suite. Surtout dans les 3 derniers épisodes, c'est pas déjà l'écriture est un peu plus... Parce que dans le premier épisode, on voit sa mère à Marcy, au tout début. Elle lui répond. Elle l'insulte presque parce qu'elle lui a fait un sandwich, quoi. Adolescence, ça j'ai envie de dire, waouh, là tu vas un peu loin, RTD. Mais honnêtement, mis à part ça, si vous arrivez à passer au-dessus, ça va. C'est super. En fait, grosso modo, c'est du Doctor Who qui n'a pas le nom. Voilà, c'est ça. Et vraiment, RTD, il a écrit 2 histoires pour Doctor Who, mais sans avoir la possibilité de faire ça pour Doctor Who, quoi. Parce que c'est vraiment... La première histoire... il y a il y a une espèce de retournement de situation dans le 3e épisode qui est absolument génial. Oh, oui. On va pas le révéler, mais c'est vraiment ce qui vaut rien que pour ça. Pour moi, c'est le point culminant de cette histoire. Sur le moment, je me suis dit, oh c'est le point culminant de cette histoire, et c'est vraiment... Ah oui, ça c'est beau. Un retournement comme ça, j'en avais vu qu'une seule fois dans Le Seigneur des Anneaux. Il m'a fait penser à un retournement de situation qui... Enfin, pour ceux qui auront vu Dark Season, c'est un retournement de situation du niveau d'un retournement de situation dans Le Seigneur des Anneaux qui est vraiment très bon. Ouais, c'est super bon. Et le truc, c'est que la deuxième histoire est tout aussi bonne, je l'aime beaucoup. Oui. Mais... moins impactante. Elle est moins impactante, quoi, parce que vraiment, le 3e épisode contient vraiment le point culminant de cette mini-série. Et malheureusement, alors, elle a eu du succès. C'est ça le pire. À chaque rediffusion. Mais à chaque rediffusion, mais la BBC n'a jamais commandé de suite. Parce qu'ils l'ont vu en fait toujours comme un programme unique. Oui. Alors que Russell T Davies l'avait grosso modo écrit comme une nouvelle série jeunesse. Oui. Et j'aurais rêvé voir ça. Parce qu'elle est inédite en France, elle n'a jamais été diffusée en France. Et à mon avis, Sarah Jane Adventure est assez... C'est un prototype de The Sarah Jane Adventure pour moi. Ouais. C'est même pas un prototype du Doctor Who moderne parce que ça n'a pas la structure du Doctor Who moderne. C'est beaucoup plus la structure que SGA. Déjà double épisode dans The Sarah Jane Adventure. Des gamins qui sont accompagnés d'une adulte, même si la professeure finalement plus en retrait, est plus en retrait, c'est pas le personnage central, puisque grosso modo c'est Marcy le personnage central.
C'est vraiment pour moi le prototype de The Sarah Jane Adventure, surtout que ça se passe quasi exclusivement dans l'école, quoi. Oui. Ça se passe jamais chez les gamins. Oui, où on les voit de temps en temps. Je veux dire, à un moment donné, on voit les voisins de Marcy, mais c'est tout. Et mais comment... Et puis, il y a énormément de références à l'histoire, notamment des références à la Seconde Guerre mondiale. Oui. Dans les deux histoires, en fait. Dans les deux histoires, ouais. Dans les deux histoires, c'est vraiment des références. Ce qui maintenant commence à dater, je trouve. Maintenant, quand on fait des références à la Seconde Guerre mondiale, pour les gamins, ça doit être difficile. Ouais. Non, c'est pas ça, c'est que c'est plus de l'histoire proche en fait. Tu peux plus rencontrer quelqu'un, ou alors très difficilement rencontrer quelqu'un qui était adulte à ce moment-là. C'est vrai, maintenant c'est des personnes très âgées. Notamment les voisins de Marcy étaient adultes pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui. C'est plus possible maintenant. Parce que si on part du principe que mon grand-père était enfant pendant la Seconde Guerre mondiale, il a 90 ans maintenant. Oui, c'est vrai. Donc c'est devenu très difficile de trouver des adultes. Il reste encore quelques vétérans, honnêtement plus beaucoup. Hein. Oui, ça commence c'est pour ça que même pour la Première Guerre mondiale, maintenant il n'y a plus personne, je crois. Ah non, la première il n'y a plus rien. Il n'y a plus personne. Peut-être des gens qui étaient peut-être enfants. Oui, mais même. Ça devient, maintenant, ça devient très loin. C'est vraiment très éloigné. Quoi. Oui, parce que c'était il y a plus de 100 ans, la Première Guerre mondiale. Donc non, il n'y a plus personne. Et donc, c'est les seules références qui maintenant font un peu dater, je trouve. Parce que même le côté informatique, si tu restes dans l'idée que c'est les années 90, honnêtement, ça passe. Oui, franchement, oui. C'est pas non plus... en fait, le concept, je trouve, est intéressant. Parce qu'il y a ce côté cliché, parce que c'est vraiment une série classique produit, hein, c'est-à-dire des décors... en carton-pâte. Pas si mal, mais bon, on voit que c'est des décors. Ouais, on voit que c'est des décors, surtout le QG, tu sais, que tu vois dans la première histoire. C'est sombre, les écrans, tu vois que c'est des télés cathodiques sur lesquels les gens ils font semblant de taper, hein, grosso modo. Non, ils ont même pas de clavier en fait. Hein. Bah si, il y a quelques claviers, mais c'est vrai que... Mais le truc est assez marrant, tiens, quelque chose que tu n'as pas remarqué, mais il y a des effets sonores qui viennent du film Alien. Ah non, je m'en étais pas rendu compte. C'est à chaque fois que je l'entends, ça m'éclate parce que je me dis, ça vient d'Alien, c'est la musique aussi. Et donc, vraiment, point culminant, 3e épisode, c'est une histoire qui vaut le coup, mais qui est très difficile, même encore à l'heure actuelle, à regarder. Parce que, en fait, le DVD était la première fois que la série était disponible en support vidéo. Parce que la série n'est jamais sortie en VHS, malgré son succès. Il y a eu une seule novélisation à l'époque, qui regroupe bien sûr les 6 épisodes. Et le DVD n'est plus produit, n'est plus édité. Non. Donc maintenant, il est sur Amazon, il est super cher. Sur eBay, il est aussi super cher quand il y est. En fait, on l'a trouvé dans un CX à Londres. Mais à 40 livres. 40 livres. Donc, mais cela dit, on l'a vu 2 fois. En tout cas, moi, je l'ai vu 2 fois. Ouais. Il était à chaque fois 40 livres. Il était à chaque fois 40 livres, mais on l'a vu 2 fois. Donc, à mon avis, c'est pas un DVD qui est ultra rare quand on se promène en Angleterre. Oui. Il est juste surcoté parce que il est rare. Mais il vaut le coup. Si jamais vous allez en Angleterre et que vous tombez dessus dans un CX, même à 40 livres, achetez-le. Parce que je trouve que 40 livres, ok, c'est cher. Ouais, plus éviter peut-être. Plus éviter, mais je trouve que par rapport à la qualité du truc, parce que ça vaut le coup d'être vu. Ça vaut le coup d'être vu, ou alors essayer de télécharger les épisodes, je sais pas, ça c'est quand même possible. Mais en tout cas, je trouve que c'est une série qui mérite d'être vue. Parce qu'en fait, ça montre déjà que RTD, grosso modo, même en 1990, au début de sa carrière, il avait le gars, il avait Doctor Who dans le sang. Ouais. Parce que Eldritch, c'est tellement le maître aussi. Eldritch, c'est le maître, quoi. Vraiment. Et franchement, c'est le maître, mais comment... Dans tous les clichés. Mais en fait, la manière dont il est écrit, ensuite le maître de John Sim... Il est pas très loin. Il est pas très loin, en fait. Ouais, c'est vrai qu'il est pas très loin. Le maître de John Sim et Eldritch, c'est... Il y a un surjeu. Il y a un surjeu du personnage. Il y a la volonté de tout détruire. Oui. Non, effectivement, c'est pas si loin. Et puis même les plans un peu sur... Et tu remarqueras qu'ils ont tous les deux des cheveux très clairs. Oui, c'est ce qui sera le cas d'ailleurs dans le final, dans les spéciaux de 2009. Voilà. Effectivement. Oui. Waouh. Alors, comme quoi, on peut vraiment relier tout. Ouais, non, honnêtement, le personnage est... en tout cas, la substance, la moelle osseuse, c'est la même. Ouais, c'est clair. Et la bonne nouvelle, c'est que Big Finish a annoncé qu'ils allaient adapter en audio la novélisation. Oui. Déjà. Lu par l'actrice qui jouait Marcy.
Ah, c'est chouette ça, parce que je sais pas s'il a fait grand-chose depuis. Elle a eu une carrière, mais Une c'est petite pas carrière. forcément Par contre, il y en a une qui, si, a eu une carrière. Oui, c'est parce que Rit, la copine de la copine Marcy. de Marcy, ouais, comme tu le disais, désolé. Ouais. Vas-y, dis Ouais. qui C'est c'est. Kate Winslet. Voilà, c'est Quand même Kate pas rien. Winslet. C'est son premier rôle. Voilà. C'est le premier rôle de Kate Winslet qui donc jouera entre autres dans Titanic, quoi. Oui. Rien que ça. Rien que ça. Pas très longtemps avant Titanic, finalement. Ah si, quand même. Bah, Titanic, c'est quoi? C'est 96. C'est 96, hein. Ouais, donc c'est 5 ans avant, quoi. Ouais. Donc le temps de quitter l'adolescence, c'est de devenir une jeune femme, quoi. Ouais. Elle a vachement changé entre. Oui. Ouais, parce que c'est vrai que si tu. 97, en fait. Ouais, 97. Ouais, quand même. Hein. Mais c'est vrai que si tu sais pas que c'est Kate Winslet, en fait, tu captes pas. Non, non. Parce qu'elle a quand même, physiquement, elle a quand même changé, quoi. On voit qu'elle a grandi, quoi. Voilà. Et il faut bien commencer quelque part. Ouais, c'est clair. Et donc, il n'y a pas que ça. Parce que RTD a aussi annoncé que les scénarios qu'il avait écrits pour les potentielles suites, Oh. il allait les faire avec le cast d'origine chez Big Finish. Oh. Donc il va y avoir enfin une suite. Oui, casse d'origine, genre, ils vont ramener Kate Winslet. Ouais, C'est vrai? elle a été annoncée. Non. Si. Oh, purée. Ah, mais c'est cool de sa part. Parce que Elle je a veux été dire, annoncée. ça reste une actrice qui a quand même une carrière. Donc pourquoi? Enfin, je veux dire, on peut se dire qu'elle va pas revenir pour un audio. Bah finalement si. Et je pense qu'en fait elle a un bon souvenir. Je pense qu'elle a un bon souvenir. Donc c'est quand même vachement bien. Je trouve. J'ai hâte que je pense que je vais les acheter dès qu'ils vont sortir. Je veux écouter la suite. Oui. Ouais, je veux écouter la suite. Hein. Surtout qu'apparemment il avait une histoire de fête foraine. Enfin bref, à mon avis il avait déjà plein d'idées et c'est parti pour être du bon quoi. Oui. Donc, Elle est quand même dans le dernier Avatar, hein, Kate Oui, c'est Winslet. vrai. Donc c'est pas qu'elle est en fin de parcours et qu'en fait elle veut non si elle revient, c'est qu'elle a envie et peut-être qu'elle a lu les scénarios et qu'elle a dit ah ouais, allons-y. Voilà, la preuve, hein, je te mets le titre qui va s'appeler Legacy Rising, Oh, starring Kate Winslet et Victoria Lambert dans Marcy. Merci. Ouah, ça c'est la classe. Ouais. J'avoue que c'est la classe. Ouais, ça c'est beau. Mhm. Et attention au niveau des scénaristes qu'on travaille dessus, donc on a Tim Foley, Chris Chapman, James Goss et Russell T. Davies. Mhm. James Goss qui est aussi un habitué. Hein. Oui. Les autres aussi, je pense d'ailleurs. Et au niveau du cast, je vais regarder un peu si. Ouais. Alors, Kate Winslet. Ben Chandler, ah, mais c'était déjà c'est Tom, c'est Thomas. Donc, donc, ouais, tout le monde. Attends, est-ce qu'il y a. Grande personne revient en Monsieur Eldritch. Ah, c'est lui? Oui. Ah, mais c'est là qu'ils ont vraiment tout le monde quoi. Là, on est en train de fan. Ouais. Ah, mais là, tu sais quoi, j'écoute pas souvent, et ceux-là, je vais les acheter, je vais les écouter. Parce que c'est vraiment dire à quel point on a vraiment apprécié Dark Season. Ah oui, c'est vraiment. C'est. Je vous jure, c'est dommage qu'il n'y a pas de sous-titres, il n'y a pas de fansub. Je connais pas de fansub de cette série, je pense pas. Et je pense que. Ouais, attends, je vérifie si c'est bien lui, mais normalement, ouais, c'est bien lui. Oui, c'est lui. Hein. Oui, c'est lui. Eldritch. Ouais, c'est lui. Ouais. C'est lui. Donc c'est bien. Ah, il revient, Monsieur Eldritch. Ah, c'est bien. Mhm. C'est vraiment. En fait, c'est la série Doctor Who des années 90 qui n'a jamais eu lieu. Ouais. Vraiment, pour moi, c'est vraiment. Voilà, et ça, en fait, ça a encore l'esprit série classique, et il y a des éléments qui arriveront avec la nouvelle série parce que c'est du RTD et que c'était des RTD, quoi. Et c'est vraiment dommage que la BBC n'ait pas sauté dessus parce que ça aurait été typiquement le genre de série qu'on ait retrouvé sur Antenne 2, enfin sur France 2 ou sur la 2, enfin non, comment ça s'appelle ton émission déjà? Ah, Ici Blabla. Ici Blabla, c'est en typique. Belgique, ouais, oui. Voilà, c'est ça. Parce que c'est effectivement, elle aurait franchement pu passer en fin d'émission parce qu'il y avait toujours une gradation. Et ça commençait par Choupi, ça terminait toujours par une série obscure néo-zélandaise pour adolescents. Donc, souvent, ouais. Donc c'était franchement, et des anglaises aussi. Ouais. Donc franchement, elle aurait pu être dans Ici Blabla. D'ailleurs, ça m'étonne même qu'elle n'y ait pas été. Bah, elle n'a jamais été doublée, elle est inédite en France. Oui. Après, il y a des séries qui sont passées, dont j'ai souvenir dans Ici Blabla, qui n'ont aucune fiche française nulle part. Hein. Ouais, Notamment Lavender Castle, je l'ai vu. Ouais, oui, tu l'as vu. Souviens. C'est vrai, non, mais c'est trop. Mais apparemment, Dark Season n'a jamais été vendu à l'étranger, quoi. En fait.
D'accord. À part peut-être dans le Commonwealth, mais il n'y a aucune trace. J'ai vu aucune trace nulle part comme quoi ça a été diffusé en dehors. Ouais. Mais il n'y a aucune trace pour Lavender Castle non plus. C'est vrai. Et je l'ai vu. Ouais, tu l'as vu. Mais c'est une série très méconnue, hein, Dark Season. Parce qu'il suffit qu'elle soit passée un peu trop tôt pour moi, que je ne regardais... Parce que au début, moi, je ne regardais pas les dernières séries. Ouais, les dernières séries, oui. Parce que je m'arrêtais à... Pas à Choupi, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais je m'arrêtais avant, tu vois. Je ne regardais pas encore les séries pour les grands, mais... et vu qu'elle date quand même déjà de 91... Oui, bah oui. Franchement, c'est possible, parce que c'est vraiment le genre de truc qui passait. Mais on pourrait vraiment pas savoir quel VF, parce que il faudrait trouver quelqu'un qui travaille à la RTBF, qui aurait une liste quelque part. On vous la conseille vraiment. Oui. Dark Season, c'est vraiment le petit bijou caché, pour moi, qui mériterait d'avoir des fansubs déjà pour se faire connaître du côté francophone. Surtout si vous aimez Doctor Who, c'est 6 épisodes et c'est vraiment dans le même genre. Ça se regarde tout seul. Le 3e épisode vaut le coup pour son retournement de situation qui... je crois que c'est ça qui t'a vendu la série d'ailleurs. Parce que je crois que les 2 premiers épisodes, t'étais content, mais t'as bien aimé. J'ai bien aimé, mais je trouvais pas ça... Enfin, je trouvais ça pas ça extraordinaire. Voilà. Et j'arrêtais pas de dire, mais tu vas voir le 3e épisode. Et le moment où ça arrive, tu te dis, ah putain, oui. En fait, c'est là que tu vois la bonne écriture. Oui. Parce que c'est vrai que ça aurait pu rester une série jeunesse assez classique où c'est juste des gamins qui vivent de l'aventure. Mais tu as ce petit retournement de situation, tu vois, qui vient élever un peu le niveau, je trouve. Ouais. Et ça montre vraiment le talent de Russell T Davies, en fait, pour l'écriture. Qu'on a confirmé en regardant d'autres programmes de Russell T Davies modernes, tu vois, hors Doctor Who, qui, à chaque fois, c'est vachement bien écrit, quoi. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à écouter le British Fiction Podcast. On ne les a pas encore diffusés, mais on a vu A Very British Scandal. Ouais. C'est ça, on n'a pas encore enregistré. On l'a pas encore enregistré. Il faut que je le note. On a essayé. Il y a pas mal de séries qu'on n'a pas encore enregistrées. On a déjà la 2e saison et enfin, on n'a pas encore enregistré la saison 3. Saison 3 qui sera peut-être la saison de la dépression. Parce qu'on va commencer vers une trilogie d'épisodes sur des programmes... un peu trash. Un peu... ouf. Voilà. Et entre-temps, on aura sans doute vu It's a Sin aussi. Voilà, It's a Sin qui est aussi une série de Russell T Davies. C'est A Very English Scandal, pas A Very British Scandal. C'est pas la même série. Ouais, c'est pas la même chose, c'est vrai. T'as dit quelque chose à ajouter sur Dark Season ? Non, à part que c'est trop bien et que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus, c'est dommage qu'il n'y ait pas de VF, c'est dommage qu'il n'y ait pas de sous-titres français pour tout le monde. S'il y a des fansubbers qui nous écoutent. Ouais, franchement, allez-y. Allez-y, lancez-vous. Je peux fournir le DVD si vous voulez. Voilà. Voilà. Rendez-vous au prochain Gaïcast. Oui, dans 2 semaines. Alors, le programme, ce sera les news, bien sûr. Le portrait de la semaine, ce sera David Whittaker. Et le sujet de la semaine, on va continuer sur Colin Baker. On va revenir sur une des histoires qu'on a déjà vues. Ok. Je me souviens plus où on en était, mais ok. C'est Attack of the Cybermen qu'on a fait en dernier, qu'on a sorti en dernier dans le précédent Gaïcast. D'accord. Donc c'est ça qui est... Je crois que c'est Time of the Rani. Ah oui, ça va, j'en ai un bon souvenir. Je sais plus si... Ouais, ça doit être Time of the Rani. Et je crois qu'il y a The Two Doctors après. Qu'on avait commencé, mais pas... Ouais. Mais ouais je crois que c'est ça. En fait, on n'a pas diffusé Time and the Rani, on n'a pas enregistré... The Two Doctors non plus, ouais, c'est ça. Bref, rendez-vous au prochain Gaïcast, et puis va-voum. Va-voum.